Bienvenue dans cette deuxième vidéo en partenariat avec la marque Ecovacs. Ecovacs, vous le savez maintenant, c'est la marque spécialisée dans les robots. Robots aspirateurs, robots laveurs de vitres, robots tondeuses, robots purificateurs d'air. Et puis évidemment, Ecovacs s'oriente maintenant vers la technologie de l'intelligence artificielle. On en retrouve un petit peu dans ce robot et vous en saurez plus dans cette vidéo. Je vous mets évidemment comme d'habitude son prix dans la description et vous verrez que par rapport à tout ce qu'il y a dans le carton, c'est pas si cher que ça. Si vous n'avez pas vu le déballage sur ma chaîne secondaire, je vous mets ici la vidéo dans le coin. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le test ultra complet de cette Ecovacs G1 2000. Et si vous aimez les tests ultra complets, évidemment, il faut vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour être prévenu des futures vidéos. Et puis, c'est sympa de liker la vidéo parce que c'est juste un clic pour vous, mais pour moi, ça m'aide beaucoup. Alors, on va commencer par quelques généralités. Si vous ne connaissez pas les robots tondeuses, ça permet évidemment de gagner du temps. Vous ne passez plus vos week-ends à tondre la pelouse, à aller à la déchetterie pour vider l'herbe. Le robot tondeuse s'occupe de tout. Et puis, quand vous avez une grande surface à tondre, ce robot est capable de tondre jusqu'à 2000 m². Et par rapport au prix d'une tondeuse autoportée, le prix est nettement moins cher, évidemment. Et en plus, c'est que vous n'avez même plus besoin de vous en occuper. C'est le robot qui va tout faire tout seul. Donc, à vous la tranquillité, à vous les week-ends pour vous reposer et pas pour faire des travaux de jardinage. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous occupez plus de rien parce que le robot, il s'occupe de tout. Il va tondre à intervalles réguliers. Vous pouvez faire des programmations. Donc, c'est lui-même qui va aller tondre la pelouse, qui va revenir à sa base se recharger. Vous ne vous occupez de rien et votre pelouse, elle est tondue en permanence, puisque vous pouvez le faire passer soit tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Vous gardez toujours une pelouse à la bonne hauteur sans que vous ayez vous-même besoin de la tondre. Et ça, c'est génial. Et moi, ça fait déjà plus de 3 ans que j'utilise un robot tondeuse. Franchement, c'est quand même génial de ne pas être obligé de tondre la pelouse. Et ce qui est génial aussi pour le gain de temps déjà à l'utilisation, c'est que vous avez un gain de temps à l'installation. Avec ce robot, vous n'avez pas besoin de passer de câbles dans le jardin, vous n'avez pas besoin de planter des piquets pour mettre votre câble tout autour de la périmétrie. L'avantage d'un robot sans câble aussi, c'est que si vous changez quelque chose dans votre jardin, si vous construisez une piscine, si vous mettez un toboggan, si vous mettez, je sais pas, un trampoline, vous n'avez pas besoin d'enlever votre câble existant, de le remettre à d'autres endroits. Là, on est sur une technologie entièrement sans câble, donc vous allez avoir des balises de navigation. On reparlera tout à l'heure de la technologie de navigation de ce robot. Et puis l'avantage de ne pas avoir de câble, parce que ça m'est arrivé souvent avec mon premier robot que j'ai toujours, c'est que des fois vous allez soit couper le câble quand vous faites des travaux de jardinage, soit des connecteurs qui viennent à s'oxyder, et pour trouver là où le câble est coupé ou pour trouver là où ça s'est oxydé, c'est une grosse galère quand vous avez un robot avec des câbles. Et puis comme ce robot utilise des balises pour se repérer dans l'espace, il va pouvoir savoir exactement où il est, et donc il va tondre par ligne parallèle, et ça c'est un gain de temps par rapport aux robots qui sont aléatoires et qui vont au hasard dans la pelouse, qui tondent parfaitement l'intégralité de la surface de la pelouse, sauf qu'il leur faut beaucoup plus de temps qu'un robot qui va passer exactement au bon endroit à chaque fois. En plus, ce robot, il est équipé d'une intelligence artificielle, il va être capable d'éviter les obstacles, grâce notamment à sa double caméra, qui va lui permettre aussi de faire de la vidéosurveillance. Il va pouvoir détecter les humains et envoyer des notifications à votre smartphone et également des alertes vocales au niveau du robot pour faire fuir les intrus. Et cerise sur le gâteau, il va être capable de prendre des images des intrus, prendre des photos et les sauvegarder dans sa galerie. Avant de vous montrer ce robot plus en détail, je vais faire le tour vraiment complet de ce robot, vous allez tout savoir sur ce robot. Je vais vous parler de sa technologie de navigation. Pour naviguer, ce robot utilise des balises. Chez Ecovacs, ça s'appelle des beacons. Je vous montrerai évidemment comment ça s'installe. Ces balises, vous allez les planter dans votre jardin de manière à couvrir toute la surface de tonte. Je vous explique un petit peu plus loin dans la vidéo comment optimiser le placement des beacons. Et donc ces balises vont lui permettre de se localiser précisément dans l'espace. C'est un système de triangulation. Il va savoir où il est par rapport à quelle balise et donc il sait exactement où il est dans le jardin. Et l'avantage de ce système propriétaire, le système de balises, c'est que vous n'avez pas de contraintes par rapport aux signaux GPS. Vous avez certains robots qui utilisent la technologie GPS, GNSS, RTK. Cette technologie nécessite que le robot ait une vision sur le ciel de manière à voir les satellites. Même s'il a une antenne supplémentaire dans le jardin, cette antenne ne lui permet pas de se positionner mieux, simplement ça augmente sa précision de positionnement. Et un robot équipé d'un système RTK, il a toujours besoin, où qu'il soit dans le jardin, de voir un maximum de satellites dans le ciel. Et ça peut être un problème, notamment c'est le cas chez moi. Vous voyez que là, à côté, j'ai des grandes haies, j'ai des murs, j'ai pas mal de choses qui viennent un petit peu boucher la réception satellite. Avec un système de beacon comme ici, il n'y a plus aucun problème. Je peux positionner ma base, c'est-à-dire l'endroit où le robot va se recharger. Je peux la positionner où je veux et même à un endroit où il n'y a pas de réception GPS. La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'il y ait des beacons à proximité, évidemment. Donc vous l'avez compris, avec ce système de beacon, une fois qu'ils sont bien positionnés, vous avez une réception parfaite, quel que soit le temps, nuageux, soleil, etc. Le robot va pouvoir se déplacer avec une très grande précision, quelles que soient les conditions de votre terrain, les conditions météo. Ce système de beacon, il sera bien plus précis qu'un système RTK qui est dépendant de la visibilité par rapport au ciel du robot. Et pareil, quand vous avez des nuages, vous avez une moins bonne réception en GPS, là ici, nuage ou pas, vous allez avoir la même réception, la même qualité de signal radio entre les beacons et le robot.
Et en plus de ces beacons, il va utiliser ces deux caméras pour se déplacer. C'est la technologie VSLAM. Et la technologie VSLAM, je vous résume ça rapidement, elle permet de cartographier un environnement, de se déplacer dans cet environnement en exploitant des images en continu. Il y a une caméra panoramique ici 360 degrés. Vous avez ici devant une caméra fisheye 150 degrés, grand angle, un fisheye grand angle. Et ces deux caméras en complément de la réception des signaux des beacons, ça va lui permettre d'augmenter vraiment sa précision de localisation. Cette détection d'obstacles à IVI 3D, elle se fait grâce à un capteur TOF et à deux caméras. Le capteur TOF, c'est un capteur de lumière. Ce capteur de lumière, il est composé de deux éléments. Un émetteur de lumière, un récepteur. C'est un petit peu comme un radar, un sonar. L'émetteur de lumière va envoyer de la lumière qui va rebondir sur l'obstacle et revenir vers le récepteur. À ce moment-là, le capteur mesure le temps d'émission et de réception de cette lumière pour en déduire la distance par rapport à l'obstacle. Si vous ne saviez pas ce que c'était le capteur TOF et que vous avez appris quelque chose, c'est le moment de liker la vidéo. Et avec ce robot, vous avez donc la possibilité de détecter des obstacles qui seraient supérieurs à 10 cm, 15 cm ou 20 cm. Donc si vous avez une herbe qui est très haute, il sera conseillé du coup de détecter les obstacles supérieurs à 20 cm pour que le robot puisse tondre cette herbe haute sans faire demi-tour à chaque fois. Sur le devant, on a ici à gauche pour vous la caméra fisheye, grand angle 150 degrés. Juste à droite, on a le capteur TOF récepteur et complètement à droite, le capteur TOF émetteur de lumière. Et les deux caméras, elles vont servir à l'intelligence artificielle, à pouvoir détecter intelligemment les objets et à les éviter. Et quand je dis les objets, c'est aussi les animaux. Elle est capable de détecter les hérissons, les chats, les chiens, les tuyaux d'arrosage. Ouais, c'est pas un animal, mais il sera capable de le détecter aussi. Et puis évidemment, vous me connaissez, j'ai testé ça, vous verrez ça plus loin dans la vidéo. Et puis si avec tout ça, il n'a pas réussi à détecter un obstacle, le pare-choc est capable de bloquer le robot pour les obstacles qui seraient supérieurs à 5 cm. 5 cm, c'est la hauteur du robot par rapport au sol. Maintenant que vous en savez plus sur la technologie embarquée sur ce robot, je vous propose de vous montrer ce robot encore plus en détail. Ici sur le dessus, on a le bouton d'arrêt d'urgence, simplement il va se stopper et va vous demander le code PIN pour redémarrer. Ici c'est l'antenne qui va être en communication avec les beacons dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais remettre le cache sur la caméra panoramique pour ne pas l'abîmer. Au niveau du design, vous voyez que c'est vraiment futuriste, les robots sont de plus en plus futuristes, ça ressemble vraiment à des voitures finalement. Et le liseré bleu sur les roues, ça donne une petite connotation électrique, comme on trouve sur les véhicules électriques. Vous avez ici les deux contacts de charge quand il va se stationner dans sa base. Je vous expliquais tout à l'heure la double caméra sur le devant et le capteur TOF. Le pare-choc, je vous en ai parlé. Petit logo Ecovacs sur le devant. Ici, c'est le capteur de pluie, quand vous allez avoir de la pluie qui va se mettre un petit peu dans la partie noire. Les deux billes chromées vont entrer en contact électrique et puis donc ça va signaler au robot qu'il pleut et donc il va pouvoir rentrer à sa base. Sur le dessus, ici, vous avez le panneau de contrôle avec le réglage de la hauteur de coupe. C'est un réglage manuel, il suffit de tourner le bouton et ça va régler la hauteur de coupe entre 30 et 60 mm, entre 3 et 6 cm, sur 13 niveaux de coupe différents. Voici l'afficheur tel que vous le verrez une fois que vous aurez configuré le robot et associé avec l'application. Pour lancer la tonte, on peut faire ici le bouton flèche avec OK et pour le renvoyer à sa base, bouton retour base avec OK. Ensuite, on a différents menus. Le premier menu ici à gauche, c'est pour choisir le mode de tonte, une tonte automatique ou une tonte des bordures. Ensuite, le menu du milieu ici, c'est le menu pour activer ou désactiver la programmation, la planification en fait de toutes les programmations que vous aurez enregistrées. Et le menu complètement à droite, ce sont les paramètres. On peut activer la protection animaux, on peut activer le capteur de pluie, il faut juste appuyer sur OK si on veut l'activer ou le désactiver. On peut choisir l'efficacité de la tonte, efficace ou délicate, ça c'est la vitesse du robot, efficace sera plus rapide. On peut ici changer le code PIN, on peut activer ou pas les alarmes anti-vol, donc l'alarme soulèvement et l'alarme hors de la carte. L'alarme soulèvement, évidemment, vous avez compris, dès que le robot va être soulevé, il va émettre une sirène. Et puis l'alarme hors de la carte, dès qu'il quittera la carte, vous serez prévenu sur l'application. Je vais activer l'alarme anti-vol pour le soulèvement et je vais vous faire écouter l'alerte. Hors du sol. Veillez à protéger le récepteur de signal et la caméra supérieure de Bolt. Vous voyez que l'alarme elle est quand même assez puissante, ça va dissuader sûrement quelqu'un d'essayer de toucher au robot. Ici on peut choisir la langue, le volume des voix. Ici, on peut réinitialiser évidemment le robot. Et puis dans à propos, on retrouve le numéro de série du robot. Et puis au niveau de l'afficheur, vous allez avoir également différentes icônes qui vont s'afficher ici, notamment le niveau de batterie, la connexion Wi-Fi ou Bluetooth. Le Bluetooth, il est désactivé, c'est pour ça qu'on ne voit pas le logo. Et juste à gauche de Wi-Fi, c'est la connexion 4G. Là, c'est pareil, c'est grisé puisque je n'ai pas mis de carte SIM dans le robot. Donc voilà, c'est très limité ce qu'on peut faire sur cet écran. La plupart du temps, on va utiliser l'application. Et puis personnellement, pour l'ensemble des tests que j'ai effectués avec ce robot, je n'ai jamais utilisé l'écran sauf pour taper le code PIN.
Sur l'arrière du robot, on n'a pas grand chose, mais on a une chose importante, c'est cette poignée qui permet de pouvoir le transporter très facilement. Il est vraiment très lourd, donc c'est bien d'avoir cette poignée. Et d'être très lourd, c'est pas un inconvénient, c'est vraiment un avantage. Vous le verrez dans les pentes parce que du coup, il a beaucoup plus de grip grâce à son poids. Allez, c'est le moment de regarder sous le robot. On a un plateau de coupe de 22 cm. Le plateau de coupe rotatif est équipé de 3 lames type lame de cutter, ça fonctionne très bien, c'est une technologie qui est vraiment éprouvée. Pour changer les lames, c'est très simple, un petit tournevis, vous dévissez ici, vous enlevez la lame, vous en remettez une autre. Les lames sont libres de tourner d'elles-mêmes, ça évite qu'elles se bloquent quand elles rencontrent un obstacle, je sais pas, une branche, une souche ou des choses comme ça. Et évidemment, c'est la rotation à très haute vitesse de ce disque de coupe qui va permettre de tondre parfaitement votre pelouse. Vous avez des grosses roues d'un diamètre de 22 cm avec des picots vraiment énormes. Et ces picots, je les trouve vraiment bien parce qu'il n'y a pas de ligne en fait, c'est pas comme des pneus de voiture. Donc vous n'allez pas avoir la terre qui va rester bloquée dedans. Et en plus, ça lui donne un excellent grip pour descendre les pentes. Alors je dis descendre les pentes parce que comme c'est un 2 roues motrices positionné à l'arrière, c'est beaucoup plus compliqué pour ce genre de robot quand il descend les pentes puisqu'il a tendance à glisser avec ses roues arrière. Et donc le fait d'avoir des gros picots comme ça, c'est un gros avantage pour avoir un bon grip dans la pelouse. Ici, on a un radiateur de refroidissement. Ne me demandez pas ce qui refroidit, j'en sais rien, peut-être la carte mère. Ici, vous avez des roues multidirectionnelles passives et c'est la roue avant gauche qui a un capteur de soulèvement. Quand vous soulevez le robot du sol, il n'y a pas de capteur sur la roue avant droite. Ici, le plateau de coupe, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui peut se régler entre 3 et 6 cm. Et tout en bas, ici, c'est là qu'on a le pack batterie et on a autre chose au fond. On va regarder ça tout de suite. Ici, c'est le compartiment de la batterie. On va l'ouvrir. Vous avez 6 vis à enlever, il faudra prévoir un tournevis cruciforme. Et là, j'accède directement à la batterie. Et derrière, au fond, si j'enlève cette protection en aluminium, c'est pour éviter, je pense, les champs magnétiques. On va trouver ici, au fond, le module de connexion, le module 4G. Voilà, vous tirez le câble simplement. Il est connecté ici, derrière. Et là, vous avez le petit tiroir pour aller mettre votre carte SIM. Vous enfoncez le pinoche comme d'habitude. Vous mettez votre carte SIM 4G à l'intérieur. Et donc, une fois que vous allez avoir mis cette carte 4G dans le module, si jamais le robot perd la liaison Wi-Fi parce qu'il est trop éloigné de votre maison, dans votre jardin, si vous avez un très grand jardin, eh bien, vous allez quand même pouvoir continuer à voir où il est, à le contrôler, à changer des paramètres et à voir où il en est dans sa tonte. Et a priori, ce module de connexion, par contre, il ne peut pas permettre de retrouver votre robot si on vous le vole. Je n'ai pas vu d'information sur une puce GPS qui serait intégrée dans ce module. Donc pour moi, ça ne pourra pas permettre de retrouver votre robot s'il quitte votre propriété. La seule chose dont il pourra vous alerter, c'est si le robot s'éloigne de sa zone, s'il quitte sa zone de tonte. Donc je vais remonter tout ça et vous avez vu que du coup, on peut très facilement changer la batterie sur ce robot. Évidemment, ce robot, vous allez pouvoir le contrôler avec votre application smartphone. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo tout ce qu'on peut faire avec l'application. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester le robot dans le jardin. Je vais vous montrer comment j'ai installé la base. Si vous voulez voir plus de détails sur tous les éléments qui sont fournis dans le carton, je vous propose d'aller voir la vidéo déballage. Vous aurez des informations que je ne vais pas donner ici dans cette vidéo complète. Donc on va aller dans le jardin et puis en fin de vidéo, je vous donnerai évidemment mon avis sur cet Ecovacs Goat G1 2000, les points positifs et les points à améliorer. On a vu l'assemblage de la base et du garage dans la vidéo du déballage. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans la description. Et donc maintenant, il faut associer les deux. Vous avez vu que vous avez 2 trous ici derrière le garage, vous avez 2 trous ici derrière la base. En fait, il faut faire coïncider les deux. Vous allez mettre le garage par-dessus la base. Et donc là, vous allez visser donc le garage à l'arrière de la base. Et on voit aussi que le garage vient en recouvrement. Vous avez des pattes ici. Il vient se poser ici sur la base pour bien maintenir la base en place. Allez, je vais installer ça tout de suite et puis on se retrouve là-bas. Avant de fixer la base au sol et surtout avant de mettre le garage, il faut brancher le câble d'alimentation à l'arrière de la base et visser pour faire l'étanchéité. Donc je visse dans la terre, tout simplement. Les 2 vis à l'arrière de la base, je les mets en dernier, je les mettrai en même temps que le garage. Je vais mettre à l'arrière les 2 vis qui vont maintenir le garage avec la base. Donc ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le filmer, c'est derrière, c'est pas facile, mais je vous ai montré tout à l'heure où ça se situait. Ensuite, je mets les 2 vis à l'arrière de la base pour fixer la base. Maintenant, je vais fixer le garage au sol, il y a 4 vis de chaque côté. Je commence par le plus facile sur le devant. Et pour que ce soit plus facile pour aller mettre les vis qui se trouvent à l'intérieur, eh bien, il aurait peut-être été bien de mettre le toit du garage en dernier lors de l'assemblage. Donc là, il aurait fallu peut-être le démonter, l'enlever pour accéder facilement. Moi, je vais essayer d'y aller et de passer la main. Bon, j'y suis arrivé sans démonter le toit, mais ce serait quand même beaucoup plus pratique, soit en démontant le toit, soit en démontant les panneaux latéraux, là qui ressemblent à du bois. Ce serait beaucoup plus simple pour aller visser les vis qui sont cachées derrière. J'y suis arrivé, mais il faut vraiment avoir une petite main pour passer entre les deux. Je vous montre les fameuses vis à l'intérieur, qui sont pas faciles à visser. Vous voyez, elles sont là.
donc bien coincé entre la base et le garage sur le côté. Voilà, le garage est installé, ça tient solidement. Il ne reste plus qu'à mettre le robot à l'intérieur. J'ai alimenté la base, on voit ici que le voyant est bleu. Le robot, j'enlève son cache caméra, je le glisse dans la base. Alors ici, la base, elle est légèrement en pente comme ça. Normalement, vous devez avoir une base qui est totalement plate. Donc on va voir si ça lui pose problème ou pas. Mais normalement, il faut vraiment vous mettre à plat au niveau de la base. Alors j'allume pas le robot, je pense qu'il va s'allumer tout seul quand je le mettrai sur la base. Effectivement, le robot s'allume. L'inconvénient, c'est qu'on ne voit pas l'afficheur du fait qu'il y a le garage au-dessus. Il n'est pas amovible et on ne peut pas lever le toit. C'est un petit peu dommage. Ça aurait été bien qu'on ait un toit qu'on puisse relever pour aller regarder l'affichage du robot. Là, en l'occurrence, je ne vois pas ce qui est marqué sur l'affichage. Thanks for choosing the Ecovacs robot. Please set the language and 4-digit PIN code. Start charging. Là, vous avez entendu que le robot s'est initialisé. Donc, je vais le ressortir. Sur l'affichage, on me demande de choisir la langue. Donc, je vais lever le capot en soulevant ici. On va se mettre en français. Je choisis mon code PIN. Voilà, ça c'est fait. Et là, le robot me dit qu'il faut lancer l'application pour commencer à cartographier la surface de la pelouse. Donc on va faire la suite sur l'application. Ici, on voit tout de suite qu'on a le réglage de la hauteur de tonte. Pour le début, je vais laisser à 60 et après, je vous ferai un test. On va baisser cette hauteur. Donc, je vais le remettre dans la base. Je lance l'application Ecovacs. C'est la même application que pour les robots aspirateurs. Je fais ajouter un robot. Je fais rechercher l'appareil. Alors, je vais directement aller sur Goat. On va essayer de le faire manuellement comme ça. Donc oui, j'ai allumé le robot. J'ai choisi la langue d'affichage. Ça y est, il a trouvé mon robot. Je clique dessus. Je saisis le code PIN. Je connecte le robot au Wi-Fi. Alors, je vais me connecter sur le 2,4 GHz. Ce sera mieux. Donc, je rentre le mot de passe de mon Wi-Fi. Je lui donne un nom. Bon, il y a une mise à jour à effectuer. Je lance la mise à jour. J'ai été obligé de déplacer le robot dans le garage pour le rapprocher de la borne Wi-Fi parce qu'il n'arrivait pas à télécharger là où je l'avais mis dehors. Donc là, il vient de me dire en anglais que la mise à jour est terminée. Donc là, on nous explique comment installer la base, le câble d'alimentation. On nous explique également comment installer la station. Il faut l'installer à un endroit où il y a un fort signal réseau. Vous voyez, ça c'est l'erreur que j'ai faite, c'est qu'à l'endroit où je l'ai mis, il n'y a pas de réseau assez puissant au niveau du Wi-Fi. Donc il faudra que je mette une borne un peu plus près, une borne Wi-Fi. Et là, on nous demande d'installer les piles dans les beacons, placer l'antenne du Goat et ajouter une balise. Je commence par mettre les piles dans le premier beacon. Il y a 3 piles à mettre. Ensuite, je visse la partie supérieure. Et on va entendre un bip. Ça veut dire que les piles sont bien en contact, le beacon vient de s'allumer. Il faut être à une distance d'environ 1 mètre du robot pour installer la balise dans l'application. Pour ça, il faut vous connecter en Bluetooth sur le robot avec votre smartphone. Donc je vais ajouter une balise. Pour ça, il faut que je scanne le code qui est sur la première balise. Voilà, j'ai une première balise qui est installée. Ensuite, je fais pareil avec la deuxième. Je passe à la troisième balise. Et la quatrième. Le Goat G1 2000 est livré de base avec 4 balises. En fonction de la configuration de votre jardin, vous aurez besoin de plus de balises si nécessaire. Vous avez dans la documentation des schémas d'implantation en fonction de l'implantation de votre maison et de votre jardin. Ici, moi j'ai la maison qui est au milieu de mon jardin, donc j'ai besoin de mettre simplement 4 beacons, un à chaque coin du terrain. Donc là, on me demande de mettre à niveau les balises de navigation. Donc je vais faire mettre à niveau. C'est un petit peu fastidieux les mises à jour, mais c'est vraiment important pour optimiser le fonctionnement du robot. Donc là, la mise à jour des balises est terminée. Je vois dans l'application mes 4 balises de navigation. Et là, on me recommande les installations des balises en fonction du type de jardin. Moi, j'ai une configuration en U. Donc là, je vais installer les balises, une à chaque coin de mon terrain. J'ai simplement à les visser dans le sol. Je les positionne aussi à un endroit où le robot ne risque pas de cogner dedans quand il va faire évidemment sa tonte. Donc j'ai simplement à les visser dans le sol. C'est comme pour la base. C'est une vis en plastique. Je vais mettre la deuxième balise par là-bas. La troisième balise, je vais la mettre là-bas. Et la dernière balise, elle va aller au 4e coin de la maison. Voilà, mes 4 balises sont installées. Pour faire la cartographie, il faut faire l'intégralité de toutes les zones de tout votre jardin en une seule fois. Et ensuite, vous allez découper cette grande zone en plusieurs zones si vous le souhaitez. Ici, quand j'ai tourné la vidéo, je ne le savais pas, donc j'ai tenté de faire une première zone ici, à cet endroit.
Donc là, il parle anglais, on verra pour le mettre en français plus tard si on peut. Donc là, je le contrôle simplement à l'aide du joystick et donc du smartphone. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est de guider le GOAT tout autour du périmètre de cette surface. Je m'arrange pour laisser un espace de 10 à 15 cm entre le robot et les obstacles. Là, j'ai essayé de le faire passer sous la haie, je vous le dis tout de suite, hein, ça sert à rien de faire ça. Et je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là, je vais terminer le tour périmétrique pour revenir vers la base. Station found. If you want to complete the creation, control GOAT to 0.5 meters in front of the station and tap recharge. Donc là, comme il me vient de me demander en anglais, il me demande de le mettre devant sa base à 50 cm pour qu'il puisse faire son retour base. Donc c'est ce que j'ai fait et je vais donc appuyer sur le bouton bleu. Et ça va permettre de tester s'il est capable de retourner à sa station, si j'ai bien positionné ma station de base, puisque comme je vous ai dit, je l'ai mis en pente. Normalement, il faut la mettre sur une partie plane. Et je sais qu'il y a certains robots qui sont embêtés quand la base est en pente. On va voir si celui-ci, ça le dérange ou pas. Start charging. C'est parfait, il est rentré bien droit, il est bien centré. Alors là, c'est le cas typique qui va vous arriver quand vous aurez mal positionné vos beacons. Là, en l'occurrence, moi j'ai positionné mes 4 beacons pour couvrir l'intégralité de mon jardin. Et donc là, pour cette zone, ce n'était pas suffisant parce que le robot ne voyait que 2 beacons la plupart du temps. Et c'était pas suffisant pour couvrir cette zone. Donc je vous conseille de mettre au moins 3 beacons en visibilité du robot quasiment en permanence. Et surtout, quand il est sur sa base, il doit voir 3 beacons en même temps. Donc dans mon cas, à moi, avec mon jardin et ma maison au centre, je suis obligé d'acheter plus de 4 beacons. Donc pour la suite de ce test, je vais positionner mes 4 beacons à chaque fois dans chaque zone pour faire les différents tests. Mais je n'ai pas pu faire les tests intégralement en mettant assez de beacons partout dans mon jardin. Et j'estime que pour une bonne couverture, j'aurais dû acheter 4 beacons supplémentaires, soit un total de 8 beacons pour mon jardin. Alors je vais vous expliquer comment créer une cartographie avec ce robot. En fait, ce qu'il faut faire, c'est créer l'intégralité de votre zone à tondre. Ne vous occupez pas des zones, vous allez faire passer le robot partout. Donc vous allez partir de la base, vous allez faire tous vos contours là, vous allez faire tout le contour de cette zone ici, vous allez faire le contour de toute la zone là-bas si c'est tout ce que vous voulez tondre et revenir à la base. Ensuite, si vous voulez séparer par zone, vous pourrez le faire. Il suffira de découper les zones avec l'application, vous allez faire une coupure ici si vous le voulez, vous allez pouvoir aussi faire une autre coupure par là. Vous allez pouvoir découper exactement comme vous voulez toutes vos zones. Par contre, il faut, lors de la première cartographie, faire l'intégralité totale de la surface. Ça ne se fait pas par zone, vous n'allez pas pouvoir créer zone 1, zone 2, zone 3, ça ne marche pas comme ça avec ce robot. Une chose à savoir avec ce robot, c'est que vous ne pouvez pas créer une zone qui ne soit pas reliée directement à la base. Vous n'allez pas pouvoir prendre votre robot, le déplacer à la main pour le mettre dans une autre zone. Vous êtes obligé d'avoir un chemin. Seulement ici, on n'a pas la possibilité de faire des chemins avec la cartographie. Vous êtes obligé de cartographier entièrement votre surface. Donc si vous voulez créer un chemin, il y a une astuce. Vous allez partir de la base, vous allez suivre un chemin virtuel, entre guillemets, votre chemin. Et puis vous allez commencer à faire votre cartographie, vous allez faire le tour. Et puis ensuite, vous allez revenir tout simplement par le même chemin. Essayez de repasser exactement au même endroit, ou si vous avez une allée, évidemment vous allez repasser au même endroit. Là moi j'avais pas réellement d'allée, donc j'ai vraiment fait attention à repasser au même endroit quand je suis revenu terminer ma cartographie pour revenir à la base. Et comme je vous dis, l'inconvénient c'est qu'il vous sera impossible d'avoir une zone qui n'est pas reliée à la base directement par un chemin. Mettons que vous ayez, je sais pas, des graviers entre la base et une zone, vous pourrez pas prendre votre robot à la main pour aller le poser sur la zone à tondre, ça c'est pas possible avec ce robot. Et donc comment j'ai fait pour faire ma cartographie, je vais vous le montrer plus en détail. Voici la carte que j'ai créée. Donc en fait je suis parti de ma base ici et puis je suis allé ici. Ensuite j'ai fait le tour de cette zone et je suis revenu ici par le même chemin. Donc vous voyez que j'ai créé une sorte de chemin virtuel pour accéder à ma zone de tonte. Donc vous allez pouvoir ranger votre robot peut-être à un endroit où vous n'avez pas besoin d'aller tondre. En supposant que toute cette zone soit du goudron, bien vous allez pouvoir aller ranger votre robot par exemple à l'abri des regards, dans un hangar, etc. Vous n'êtes pas obligé du coup d'avoir une zone de tonte entre la base et la zone de tonte. Par contre, vous êtes obligé d'avoir un endroit où le robot peut rouler. Donc ça, c'est l'astuce. Et là, vous voyez qu'il quitte sa base et il suit le chemin, le faux chemin, entre guillemets, que j'ai fait. Donc, vous avez vu qu'on peut créer un chemin, du coup, entre une zone et puis la base, simplement en faisant un aller-retour ici quand on crée la surface, donc la surface que j'ai créée qui se trouve derrière ici.
Alors j'ai configuré ici une nouvelle zone, c'est la zone où j'ai pas mal de pentes, j'ai une grosse pente ici, j'ai pas mal de pentes là-bas. J'ai 4 beacons, 1, 2, 3 et 4 et j'ai pu mettre ma base ici. La base n'est pas très éloignée des beacons, vous voyez qu'elle a vue sur celui-ci. Il y a un buisson ici, mais il y a quand même une liaison radio entre ce premier beacon, ce deuxième beacon et ce troisième beacon ici derrière. Celui-ci, je ne pense pas qu'elle le voit depuis sa base. Et je vous conseille après la création de votre zone de tonte de vérifier que la couverture du signal est bonne. Vous voyez que j'ai du bleu foncé pratiquement partout, sauf ici vers la base, que la base, vous avez vu, là où je l'ai mis, elle est derrière les buissons. Malgré tout, elle a un signal bleu clair. Elle capte suffisamment de signaux pour que le robot puisse sortir de sa base. Alors j'étais en train de me demander où était la balise numéro 1. En fait, j'ai dessiné ma zone ici, je l'ai arrêtée après cette balise-là. La balise numéro 1, elle est beaucoup plus loin, c'est pour ça qu'on ne la voyait pas. Et c'est moi vraiment qui ai bloqué la zone ici, je l'ai délimitée ici, je voulais pas tondre plus loin que ça. Donc le but de ce test ici, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de tester les pentes. La zone est déjà tondue, ce n'est pas ce que je cherche à vous montrer. Là vraiment, je teste l'aptitude du robot dans les pentes. Donc je vais lancer une tonte de cette zone et on va voir ce qui se passe. Nettoyage de la caméra en cours. Démarrez bientôt la tonte automatique. On voit ici la caméra qui est nettoyée par la brosse automatiquement avant chaque tonte. Ensuite, le robot quitte sa base et commence la tonte. Disque à lame en rotation. La zone que j'ai délimitée, elle va jusqu'ici et elle s'arrêtera là-bas en fait entre les deux beacons. Là, il commence à faire des petites parallèles puisque la zone s'arrête là en fait. Elle s'arrête ici la zone, donc il fait des petites parallèles. J'ai réglé l'angle de manière à être le plus possible aligné par rapport au mur. Ça n'a pas été facile parce que ma base elle n'est pas droite, elle n'est pas perpendiculaire au mur. Donc j'ai fait au feeling avec l'application. On va voir si je me suis bien débrouillé. Ce que je veux, c'est que le robot passe droit le long du mur là où il y a des pentes. Ici, on a une pente assez importante, donc il est obligé de faire demi-tour pour remonter à droite. Là, pour l'instant, ça se passe bien. Voilà, il a terminé de faire ses parallèles en partant de la base. Ici, il a fait toutes ses parallèles. Maintenant, il passe de l'autre côté. Il a séparé lui-même. Ici, il s'est créé une séparation lui-même pour séparer les zones de tonte alors que ce n'est qu'une seule zone. Donc là, il va naviguer par ligne parallèle. Je ne sais pas encore s'il va partir à gauche ou à droite en arrivant au bout. On va voir ça. Et ensuite, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les pentes. Donc il a décidé de partir à gauche, comme vous le voyez. On voit le disque de coupe sous le robot. Je l'ai réglé à 3,5 cm de hauteur. On voit sur la carte la progression de sa tonte. Il lui reste ici la zone vert foncé à faire. C'est là où il y a le plus de pentes. Et vous voyez qu'on peut suivre aussi en temps réel le déplacement du robot. Voilà le robot qui commence à descendre une pente importante. Et on voit qu'il conserve vraiment sa ligne droite. Il ne dévie pas ni à gauche ni à droite. Il conserve vraiment la direction malgré la pente et les trous dans la pente. Pareil, lorsqu'il remonte, il conserve sa trajectoire. Là, il est vraiment au plus fort de la pente sur cette zone-là. On va voir si ses roues arrière patinent. Pas de souci, il a vraiment un excellent grip sur ses roues arrière. C'est ce qui l'aide vraiment à ne pas patiner dans les descentes. Attention, ici, on a une pente qui est très très forte. Ça monte sans problème. Alors attention, grosse descente. Il a dévié très légèrement, mais il continue sa ligne. Grosse montée avec des trous. Ça monte impeccable. Il est vraiment impressionnant. Je crois que c'est le meilleur robot à navigation méthodique, à navigation ligne parallèle. Le meilleur dans les pentes, en tout cas dans mes pentes ici, c'est celui qui s'en sort vraiment le mieux. Là, ça va être, je pense, sa dernière descente avant le tour périmétrique. Ah, il a décidé de faire demi-tour ici. C'est pas le meilleur endroit, surtout en pleine pente, mais il y arrive. Ah, là, il a décidé d'aller plus vite. Ça y est, là on voit qu'il est un petit peu en difficulté. À vrai dire, je ne sais pas ce qu'il essaye de faire là. On voit que les roues arrière ont patiné un petit peu. Je ne sais pas du tout ce qu'il a essayé de faire. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas suivi sa ligne. En fait, je me suis rendu compte plus tard que comme j'ai pas fait ma ligne parallèle bien parallèle au mur, il y a des bouts de parallèle à finir en fait, mais pas des parallèles complètes. Et donc du coup, il essaie de faire des petits bouts de parallèle le long du mur. Grosse descente ici. On va voir s'il arrive à descendre droit.
Et donc même problème ici, hein, il finit un petit bout de parallèle, c'est pour ça qu'il va faire demi-tour. Ah, bah, il a décidé de faire demi-tour en plein milieu de la pente, c'est pas une bonne idée, pas du tout. Voilà, effectivement, il glisse sur les dalles, alors ça c'est tout à fait normal. Là, il essaye de reculer, mais il est en pleine pente, donc c'est pas la bonne méthode. Surtout qu'en plus, il a une roue sur les dalles, donc c'est très très glissant. Voyons comment il va s'en sortir. En fait, ça se serait très bien passé s'il n'avait pas décidé de vouloir faire demi-tour en pleine pente parce qu'il avait terminé, je pense, ses parallèles. Et comme j'ai pas pu l'aligner parfaitement le long du mur, bah, il y a, je pense, des espèces de bouts de parallèles qui n'ont pas été terminés et qu'il essayait de finir. Allez, petit bilan rapide sur cette zone avec les pentes. Vous avez vu que quand il est en montée, il n'y a pas de souci puisque les roues motrices sont à l'arrière. Par contre, en descente, dans certains cas, eh bien, ça vient à déraper. Les roues motrices patinent un petit peu. Il se débrouillait bien tant qu'il faisait des lignes parallèles. Et puis, quand il a voulu faire des demi-tours dans les pentes, c'est là qu'il s'est un peu empêtré. Mais finalement, bah, c'est le résultat qui compte, hein. Il a parfaitement fait ses lignes parallèles jusqu'au bout sans être trop gêné par les pentes. C'est vraiment quand il est arrivé au bout qu'il a voulu faire des demi-tours dans les pentes. Et c'est là un peu qu'il s'est trouvé en difficulté. Mais même quand il était en difficulté, il a trouvé rapidement une solution pour s'en sortir, sans trop arracher la pelouse, sans trop patiner finalement. Allez, on va regarder la zone qui vient d'être tondue. C'est celle-ci, 54 mètres carrés, 37 minutes. On va regarder s'il est bien passé partout. Alors, a priori, oui. Donc, le long de la haie, c'est toujours pareil. Il ne vient pas trop sous la haie. Il considère la haie comme un obstacle. Ici, pareil, j'ai un buisson. Donc, il l'a considéré comme un obstacle. C'est pour ça qu'on a du vert foncé ici qui n'a pas été tondu. Et vous voyez qu'il a séparé les deux zones ici. Je pense qu'il a tout tondu, mais là il y a quand même une petite zone vert foncé, mais a priori de ce que j'ai vu, il l'a quand même tondu, hein, qu'il est passé plusieurs fois dessus. Donc voilà, et puis les pentes, elles étaient ici, hein, donc résultat parfait au niveau des pentes. Peut-être juste ici, voilà, il aurait peut-être pu passer un petit peu plus près du bord ici, mais c'est là où il y a vraiment la plus grosse pente. C'est là où je pense qu'il a été embêté, et il a essayé de faire demi-tour dans la pente à cet endroit-là. Bon, maintenant qu'on a vu qu'il peut se déplacer parfaitement dans les pentes, on va faire le test sur une zone de tonte réelle. Donc là, je vais vous passer évidemment certaines parties en accéléré. Le but, c'est de voir s'il tombe vraiment bien partout, s'il fait bien ses parallèles, s'il contourne les obstacles que je n'ai pas définis comme zone interdite. Pour cette zone, je me suis mis en mode efficace pour que ça aille assez vite. Et puis j'ai réglé la hauteur de coupe à 35 mm. J'ai des herbes hautes, comme vous le voyez ici, c'est pour ça que le robot a ralenti. J'ai réglé quand même la hauteur de détection des obstacles au maximum, supérieur à 20 cm. Parce que comme j'ai des herbes hautes, je crains qu'il essaie de les éviter, et je pense que c'est ce qui va se passer ici. J'ai des herbes qui font plus de 20 cm. Elles sont pourtant fines, mais j'ai l'impression qu'il les a vues. J'ai coupé les herbes hautes, on va voir s'il passe cette fois-ci. Ah voilà, cette fois-ci il passe dessus. Donc voilà, il faudra vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas des herbes assez grandes là, qui l'empêchent de fonctionner correctement, en tout cas de tondre correctement partout sur la zone. On voit en temps réel les zones tondues, c'est les zones vert clair sur la carte. Donc on voit en temps réel sa progression, le pourcentage tondu en bas de l'écran et la surface à gauche, c'est la surface totale à tondre. Les obstacles sur la carte, vous voyez qu'ils sont indiqués en vert foncé. Donc on voit l'arbre sur lequel il se dirige actuellement. Donc là, il est derrière l'arbre, on ne voit pas le robot. Ils ont été détectés lors de la cartographie. Et là, le robot connaît sa présence et va donc les éviter. Donc on va voir si, effectivement, il reste derrière l'arbre. Je pense qu'il va rester derrière, qu'il va continuer et qu'il finira la zone qui est ici à la fin de sa tonte. On voit qu'il est super efficace dans sa tonte, on voit toutes les lignes parallèles ici. Et les lignes qu'on voit, c'est pas qu'il ne l'a pas coupé, c'est simplement justement tout ce qu'il a coupé. Voilà tout ce qu'il a coupé, une herbe qui était quand même assez haute, de près de pas loin de 10 cm. Et comme vous pouvez le voir, il est vraiment silencieux, on n'entend quasiment pas le disque de coupe, on entend un petit peu plus ses moteurs par contre. Allez, je vous laisse en musique le temps de tondre cette zone, ça va durer à peu près 45 secondes, on se retrouve tout à l'heure.
Là, il avait raté une ligne tout à l'heure et je vois qu'il est en train de la refaire. Je pensais qu'il allait la rater, mais non, il s'en est souvenu. En fait, c'est quand il a fait son demi-tour devant le lampadaire, il s'est décalé, il n'avait pas fait cette ligne, donc il est en train de la refaire. Et là, maintenant, il va finir derrière l'arbre, puisqu'il était bloqué par l'arbre ici quand il a tondu devant, il est en train de faire à l'arrière de l'arbre. Et là, il termine la dernière zone. Du coup, de l'autre côté de l'arbre, il avait fait derrière tout à l'heure. Il s'est mis à pleuvoir, donc on va essayer de filmer vite fait avant qu'il pleuve plus. Là, quand je lui ai fait faire le tour périmétrique, il était beaucoup plus à gauche, hein. Donc vous voyez, il prend une marge, je sais pas si c'est une marge de sécurité, je pense qu'il évite plutôt les obstacles, hein. Il considère la haie comme un obstacle, et donc il ne s'en approche pas. Et donc c'est pour ça qu'il est très loin de la limite, hein. Quand je l'ai fait passer, il était vraiment contre la haie, et là, vous voyez qu'il est à peu près à 30 cm à droite de la haie. Normalement, je ne dois pas le faire tourner sous la pluie, hein. Ecovacs ne recommande pas de le faire, puisque ça peut perturber sa navigation, puisqu'il se sert de sa caméra également pour naviguer, en plus des beacons. Ici, je l'avais fait longer exactement à cet endroit-là. Donc vous voyez qu'il est capable de respecter précisément la limite définie au départ. Et là, il n'est pas gêné par la haie puisqu'il était déjà très loin de la haie. Donc là, il a respecté, je dirais presque quasiment au centimètre près, la limite définie au départ. Donc ce qui prouve que sa navigation, elle est vraiment ultra précise. Ici, je l'avais fait passer à ras du buisson. Alors, on va voir s'il l'évite ou pas. Vous voyez, il reste à distance du buisson alors que je l'ai fait vraiment frotter contre le buisson. Et donc je l'avais fait passer à gauche du lampadaire, et là évidemment il est passé à droite, puisqu'il ne veut pas s'approcher du buisson à gauche. Il commence à pleuvoir de plus en plus fort, j'espère avoir le temps de finir cette séquence. Alors là je l'avais fait passer 10 cm plus à gauche que ça, j'étais pas allé très près du mur pour pas risquer justement qu'il frotte contre le mur. Je ne connaissais pas sa précision de navigation, donc là il est à peu près 10 cm plus à droite que la distance définie au départ, donc en fait il se protège du mur lui-même, il évite lui-même d'aller se rapprocher trop près du mur. Il vient de terminer sa tonte et vous voyez que j'ai commencé aujourd'hui à 19h03. Il est 20h26, il a donc mis 1h30 pour faire la zone que vous avez vue. Et là, on m'indique par contre une durée de tonte inférieure à 1 minute. Je pense qu'il y a un bug. En fait, je l'ai arrêté pendant qu'il revenait à sa base. On peut le faire pour changer de tonte et passer à une autre zone. C'est autorisé, c'était marqué dans l'application. Je pense que ça a fait bugger son calcul de durée. Et la surface tondue a été de 167 m². Et on voit donc ici toute la zone qui a été tondue. Je vous montre le résultat sur cette zone. Tout a été parfaitement tondu comme vous l'avez vu. Toutes les parallèles ont été bien respectées. J'ai juste un seul endroit qui est ici. Il y a uniquement une petite zone de 10 cm de large qui n'a pas été tondue. J'ai pas d'explication sur cette zone-là. Je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est le seul endroit de toute cette surface qui a été loupé. Tout a été parfaitement tondu comme vous le voyez. Il n'y a vraiment plus rien qui dépasse. J'ai tondu à 3,5 cm de hauteur. Au niveau des beacons, vous voyez que j'en ai un ici, un autre ici, et de ce côté-là, je n'en ai pas, puisque je n'en avais pas assez. J'avais simplement 4 beacons avec le GOAT G1 2000, et il me fallait mettre le 4e beacon ici. Il est ici, je ne sais pas si vous le voyez là. J'ai été obligé de le mettre ici pour qu'il puisse revenir à sa base, que j'ai mis ici. Bon là, il n'est pas sur sa base, je l'ai mis dans le garage pour la nuit. Et donc il a évidemment tondu aussi cette zone-là que vous n'avez pas vu tout à l'heure sur la vidéo, il n'y a pas eu de souci particulier. Au niveau des obstacles, ici autour, il a laissé à peu près 20 cm autour de ce petit lampadaire. Ici, il a laissé à peu près 30 cm. Tout autour ici, une petite vingtaine de centimètres. Autour de cet arbre ici, on est plus autour de 25-30 cm autour de l'arbre. Il s'éloigne vraiment énormément des obstacles. Ce serait peut-être bien s'il pouvait s'en rapprocher plus. Et vous l'avez vu notamment quand il a fait le long de la haie. Eh bien, le long de la haie, il reste toujours à une distance d'environ 30 cm de l'obstacle. Évidemment, c'est bien parce qu'il ne va pas frotter les murs, il ne va pas rayer sa caméra avec les branches. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Mais par contre, du coup, si vous voulez tondre vraiment au bord quand il y a des haies, ce ne sera pas forcément possible. Et puis pareil, quand il longe les murs ici, vous avez vu qu'il garde une certaine distance pour éviter de se frotter contre les murs. Et puis ça, finalement, c'est pas mal parce qu'il va éviter de rayer sa carrosserie. Par contre, vous serez obligé, évidemment, de repasser partout avec un coupe-bordure. Mais ça, c'est le cas avec tous les robots tondeuses. Donc de ce côté-là, il faut quand même avoir un coupe-bordure. J'en profite pour vous expliquer les beacons. Les beacons, le robot a besoin de voir 3 beacons quasiment en permanence. Donc là, quand il est sur sa base ici, il voit ce premier beacon. Enfin, quand je dis il voit, il a une communication radio. Par contre, il ne faut pas d'obstacle entre le robot et un beacon, puisque les communications radio, ça les perturbe. Du coup, il y a un beacon ici, un deuxième ici, donc il en voit 2. Et puis, il voit aussi le troisième, qui est un petit peu plus loin, mais qui est visible par le robot, qui est vraiment à portée de vue. Donc il faut vraiment qu'il voit 3 beacons quand il est sur sa base. Et ensuite, quand il travaille, il faut qu'il en voit 3 aussi. Et là, c'était le cas, puisque à n'importe quel endroit de cette zone, il avait les 3 beacons, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci.
Donc veillez bien à ce que n'importe où vous ayez possibilité pour le robot d'avoir 3 beacons en visuel. Donc ça c'est vraiment important et du coup c'est ce qui m'a un petit peu bloqué moi dans mes tests parce que ici dans mes autres zones, j'ai pas la possibilité d'aller tondre de ce côté-là parce que j'ai pas assez de beacons. Il faudrait que je mette encore au moins 3 beacons dans cette zone, donc un ici, un autre ici et puis sûrement un autre par là vers le mur mais qui soit visible aussi de là. Il est possible de tondre une zone qui n'est pas dans la cartographie, il suffit de déplacer le robot à l'endroit qu'on veut. Vous pouvez aussi évidemment tondre une zone qui est dans la cartographie. J'accède au mode manuel. Et là je n'ai pas réussi à le faire fonctionner, j'ai contacté Ecovacs, j'ai pas trouvé de solution. Il faut se mettre en Bluetooth près du robot, c'est ce que j'ai fait et malgré tout ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il y a un bug dans l'application ou dans mon robot. Ecovacs a été prévenu mais je n'ai pas eu de réponse avant de finir le montage de cette vidéo. Allez c'est parti pour un test d'obstacle. On va commencer par un test assez gros. Ce ballon placé un petit peu sur le côté du robot. C'est parfait, il est détecté correctement. Je le place maintenant dans la direction du robot. C'est pareil, ça fonctionne bien, donc pas de souci avec les obstacles d'environ 20 cm pour ce ballon. On va essayer maintenant avec un obstacle de 10 cm. Alors celui-là, il a déjà souffert, il est déjà passé sous un robot tondeuse. On va voir si celui-ci arrive à l'éviter. Je vais le mettre vraiment dans l'axe du robot. C'est parfait, il l'a détecté, pas de souci pour les obstacles donc de 10 cm de diamètre. On va corser la chose. Maintenant, je vais simuler un hérisson avec ce morceau de papier, un petit hérisson ici. Ce hérisson n'est pas dans l'axe du robot, il est légèrement décalé. Waouh, 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 waouh. Il l'a vu, mais il s'est arrêté un petit peu tard à mon goût. On va réessayer. Cette fois-ci, il est vraiment dans l'axe du robot. Waouh, 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 waouh. Alors hop, je l'arrête. Il a eu du mal à le reconnaître parce que la hauteur était de moins de 10 cm. Donc voilà, c'est un petit peu la limite. Du coup, évidemment, il est réglé pour détecter des obstacles de plus de 10 cm. Donc là, pour le coup, c'est logique. Allez, je le fais continuer. Hop, attention, qu'est-ce qu'il fait avec un humain? Pas de souci, il s'arrête, il fait demi-tour. Allez, on va corser la chose puisque en mode IA, il est capable de reconnaître les tuyaux d'arrosage. Donc je vais mettre ce manche ici. Donc ça va simuler un tuyau d'arrosage dans le jardin. Donc ça, c'est une fonction qui est encore en mode bêta, hein. C'est en développement, c'est pas terminé. Donc on va voir s'il est capable quand même de le détecter. Il ralentit. Hop, c'est bien, il l'a vu, pas de souci. Là, pour l'instant, je suis assez satisfait de la reconnaissance des objets. On va essayer de lui mettre directement dans l'axe de son déplacement. Là, il est vraiment dans l'axe du robot, il est vraiment en plein milieu. C'est bon, il s'est arrêté vraiment tout au début du tuyau, enfin du manche plutôt. Donc ça, c'est parfait aussi. Et là, on va essayer avec cette chaise de jardin. Je ne vais pas la mettre tout de suite devant lui, je vais la mettre légèrement en décalé. Bon, là, c'est bon, ça fonctionne. Tiens, je vais lui mettre comme ça. On va voir où il s'arrête, s'il s'arrête loin parce que la chaise est très en hauteur et très en arrière. Allez, on va voir s'il s'arrête au niveau du pied ou s'il s'arrête avant. Ouais, c'est bien, hein. Très très bonne intelligence artificielle de ce côté-là. Au niveau de la détection des objets, on peut dire que le test est réussi sans problème. Alors le but de ce test, c'est de lui faire le tour des limites de cette zone pour voir jusqu'où il s'approche des limites. Là, je lui ai demandé une tonte des murs, donc une tonte des bordures sur toute cette zone-là, ici. Donc je veux voir jusqu'à quelle distance il s'approche des bordures, parce que j'ai constaté, comme vous le voyez là, qu'au niveau des haies, il ne s'approche pas très près. Hein. Considère ça, je pense, comme un obstacle, donc en fait, ça l'éloigne de la bordure. Ici, au niveau de cette plaque en béton. Bon, là, il est un petit peu frotté, j'aurais dû faire ma cartographie un petit peu plus loin. Bon, là, j'étais passé exactement là, mais bon, vous voyez qu'il a frotté, j'avais laissé juste 10 cm de marge, et c'est pas assez. Donc je vous conseille de laisser un bon 15-20 cm pour éviter que votre robot se frotte au mur. Ici, j'avais laissé 15 cm. Et il passe un peu loin. Je pense qu'il considère là aussi le mur comme un obstacle. Du coup, il s'éloigne trop de la bordure.
Là, il est sorti trop large, je l'ai récupéré avec le pied. En fait, quand j'ai fait la cartographie, j'ai tourné un peu trop large. Faut vraiment garder un peu plus de marge que ça, hein. Faut laisser au moins 15 cm quand on fait le tour. Alors ici, j'étais passé exactement à cet endroit-là, donc il respecte exactement là où je l'avais mis, environ 5 à 10 cm. Là, il est peut-être même un petit peu trop près, mais donc on voit qu'il a une précision d'environ 5 cm dans ses déplacements. Sauf quand vous avez des massifs, etc., il prend trop large. Voilà, et ici, on a terminé le tour. Là, je ne suis pas allé trop près, hein. Là, il passe exactement là où je lui ai demandé de passer. Et la caractéristique de cette zone, et c'était volontaire de ma part, c'est que ici, en tout cas sur cette zone-là, il n'y a que 2 beacons visibles par le robot. Ces deux-là, vous n'en avez pas ici. L'idéal, ça aurait été d'en mettre un là, évidemment. Et donc on voit qu'il est capable de suivre correctement les limites, simplement avec 2 beacons. Ce que je regrette, c'est que sur certaines limites, il prend trop de marge de sécurité. Je ne sais pas s'il considère les limites comme des obstacles, notamment ce mur qui était assez haut. J'ai l'impression que plus c'est haut, en fait, et plus il s'éloigne. Pareil pour les haies, hein. Comme les haies sont assez hautes, il va s'éloigner un petit peu du bord. Donc voilà, concernant le tour périmétrique, j'espère qu'Ecovacs va travailler sur le logiciel pour que le robot s'approche un petit peu plus des haies et des murs, parce que pour l'instant, c'est pas encore optimal. Nous voici dans l'application Ecovacs. Alors cette application, ça va vous servir à la fois pour vos aspirateurs robots et puis évidemment pour la tondeuse, vous pouvez ajouter d'autres appareils dans la même application. Donc là, on a 2 modes de connexion, le mode standard et le mode Bluetooth. En mode Bluetooth, vous allez vous connecter directement sur le robot en liaison Bluetooth, donc il faudra être à proximité du robot. Là, je vais utiliser le mode standard puisque je l'ai connecté déjà à mon réseau Wi-Fi. Donc là, on arrive tout de suite sur la carte. Vous voyez que j'ai fait qu'une seule zone. En fait, j'ai fait qu'une seule zone parce que je n'avais pas assez de beacons pour faire plusieurs zones. Donc j'ai positionné 4 beacons dans la zone, un proche de la base, un autre ici, un autre en haut à gauche et un autre en haut à droite de la zone. Ça suffit pour tondre toute cette zone. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'on va aller dans l'édition de carte. Je clique en haut sur la petite carte ici. Vous voyez qu'on a en bas à gauche l'optimisation automatique des bordures. Ça, c'est le robot qui est capable de reconnaître automatiquement les bordures de manière totalement automatique. Il va regarder où il y a de l'herbe, là où il n'y en a pas. Donc moi, chez moi, je ne peux pas le faire parce que j'ai un terrain vraiment trop compliqué. Ensuite, on peut déclarer des zones interdites, donc on peut les créer à distance, mais pour ça, il faut être évidemment en Bluetooth. Donc vous allez prendre votre robot, vous allez tourner autour des zones interdites et vous allez pouvoir les valider. Ensuite, je vais pouvoir modifier des zones. Vous voyez que là, j'ai une seule zone. Eh bien, je vais diviser ma zone en 2 zones différentes. Donc je sélectionne déjà la zone, je fais glisser la séparation, je peux la mettre exactement comme je le souhaite, et ensuite je valide. Et à ce moment-là, vous voyez que j'ai maintenant 2 zones. Je peux changer les noms des zones et mettre ce que je veux. Voilà, j'ai mis zone A, zone B à la place de zone 1, zone 2. Ensuite, je peux choisir ce que je souhaite afficher sur la carte. Je peux choisir d'afficher les zones interdites, bon là on n'en voit pas évidemment puisque j'en ai pas, et d'afficher ou non les obstacles qui ont été détectés par le robot lors de la cartographie. Et vous voyez que j'ai 2 obstacles au milieu de ma zone verte, ça ce sont mes 2 arbres. D'en plus, on peut sauvegarder la carte actuelle ou restaurer une carte déjà sauvegardée. Pour ça, il faudra se mettre en Bluetooth. Et réinitialiser la carte, ce sera pour supprimer entièrement la cartographie, pour la refaire entièrement. Maintenant que j'ai fait mes modifications, eh bien je quitte. Et ici, quand on revient sur l'écran, on ne voit plus les zones. Mais c'est normal, vous inquiétez pas, c'est parce qu'il est en mode automatique, vous voyez en dessous. Donc pour voir les zones, il faut se mettre en mode zone. Et là, je vais pouvoir choisir la zone à tondre, la première ou la deuxième, en fonction de ce que je veux faire. Je peux aussi choisir de tondre uniquement le long des bordures, bon, ils appellent ça le long des murs, ou sinon je peux aussi effectuer une tonte manuelle. Et là, tout simplement, il faut être connecté en Bluetooth et vous allez avoir un joystick qui va apparaître sur l'écran, vous allez pouvoir déplacer votre robot manuellement pendant que le plateau de coupe tourne, donc vous allez tondre à l'endroit que vous voulez manuellement en déplaçant le robot comme une télécommande. Ensuite, si je glisse comme ça, j'ai accès aux planifications. Ici, j'active la planification, je peux modifier les heures de tonte, je les sélectionne ici. Et dans Inspecter, là vous allez utiliser votre robot comme caméra de vidéosurveillance. On peut définir des points de surveillance ici sur l'écran. Le rayon de surveillance, il est de 7 mètres. Ça veut dire que si quelqu'un approche à moins de 7 mètres du robot quand il sera à cet endroit bien précis, eh bien vous recevrez une alerte push sur le smartphone. Donc voilà, c'est vraiment un détecteur de mouvement qui est intégré dans le robot. On peut régler la durée de surveillance. Et quand le robot n'aura plus de batterie, eh bien, il reviendra à sa base. Vous voyez que c'est indiqué qu'il peut surveiller pendant 4 heures et dès que la batterie tombe à 15%, eh bien, il reviendra se charger. Alors je ne sais pas réellement si ça peut être utile d'utiliser cette fonctionnalité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette fonctionnalité de surveillance dans votre jardin. Et cette fonction de surveillance, quand vous approchez du robot, vous recevez une alerte push sur le smartphone. Ici en haut à droite, le petit bouton casque, c'est pour demander de l'aide à Ecovacs et vous avez également des didacticiels vidéo.
Si vous appuyez sur ce bouton qui ressemble à une caméra en haut, on va rentrer dans la caméra du robot. Donc là, on ne voit pas grand-chose comme image puisqu'il est dans son garage. Donc je vais le faire sortir de son garage. Je clique sur contrôler le GOAT. Donc là, je suis en connexion Wi-Fi. Voilà, là, il est sorti de son garage. Vous voyez qu'on a une image à 360 degrés. Donc elle n'est pas très jolie, on n'arrive pas très bien à voir. Donc il faut cliquer ici sur les deux petites flèches pour agrandir l'écran déjà. Et puis juste à côté, dans les paramètres, on va passer en mode IA. Et là, on a une image bien meilleure, comme vous le voyez. En dessous, c'est marqué normal, ça c'est le débit vidéo. Si vous mettez clair, ça va consommer plus de données. Et là, comme j'ai une connexion Wi-Fi qui n'est pas très bonne, je ne peux pas passer en mode clair. Donc je suis obligé de rester en mode fluide, donc le mode normal. En dessous, vous pouvez activer ou pas la détection humaine. On peut changer la langue de GOAT ici et le passer en français. Comme ça, le robot parlera en français. Et donc là, si vous voulez voir autour du robot, il faut cliquer sur contrôler le GOAT. On a maintenant le joystick et je vais pouvoir tourner et donc me déplacer où je le souhaite pour aller voir dans mon jardin ce qui se passe. Mais là par contre je ne peux le faire qu'en Bluetooth. Je n'ai pas le droit de contrôler mon robot si je ne suis pas en connexion Bluetooth. C'est je pense pour des questions de sécurité, j'avais eu ce cas-là sur un robot d'une autre marque. Et vous pouvez aussi choisir une surveillance ponctuelle en fonction de ce que vous aviez défini auparavant, en fonction des points de surveillance. Vous pouvez aller l'envoyer directement sur un point de surveillance. Donc là, je fais ça, et hop, le robot, il va se diriger automatiquement vers le point de surveillance qui se trouve au milieu de mon jardin. Bon là, je vais l'arrêter, c'est pas la peine que je l'envoie plus loin, mais voilà, c'est possible. Et là, du coup, j'ai pas besoin d'être connecté en Bluetooth, Comme il sait exactement où est le point, lui, il va naviguer en toute sécurité, et donc il va se rendre à ce point-là, évidemment, en évitant les obstacles. Donc là, j'ai perdu par contre la connexion Wi-Fi puisqu'il s'est trop éloigné, donc je vais le renvoyer à sa base. Voilà, donc là, il est en train de revenir à sa base. Et puis je vais vous montrer ce qu'on a dans les paramètres. Dans les paramètres, on va avoir déjà l'efficacité de tonte délicate. Le robot va se déplacer plutôt lentement et efficace, il va se déplacer beaucoup plus rapidement. Par contre, ça ne change pas l'écartement entre les lignes parallèles. Ensuite, en dessous, on peut changer le sens de tonte. Et là, on ne voit pas la carte en entier, on voit juste devant la base. Donc vous réglez le sens de tonte par rapport à la position de la base. Si je veux que ce soit dans l'alignement de la base, je fais ça. Si je veux que ce soit perpendiculaire à la base, je le mets comme ça. On peut activer le capteur de pluie, c'est-à-dire que dès qu'il va commencer à pleuvoir, le robot va rentrer à sa base, et puis il restera sur sa base et ressortira au bout d'un certain temps après la fin de la pluie. Donc je peux choisir différentes durées, et on peut aller jusqu'à 5 heures. Protection des animaux, ça c'est pour empêcher le robot de travailler la nuit et vous allez sélectionner une plage horaire, ici entre 19h et 7h du matin, dans laquelle le robot ne pourra pas aller tondre pour éviter d'écraser un hérisson par exemple. Surveillance de la station ici, quand vous avez quelqu'un qui s'approche de la station, vous allez recevoir donc dans les notifications l'alerte push qui vous dit que quelqu'un est entré dans la zone de protection du robot. Et il y aura également un message vocal au niveau du robot. Ensuite, le long des murs, vous pouvez choisir de tondre ou pas le long des bordures. Ensuite, le mode d'évitement des obstacles, vous allez choisir la hauteur de détection des objets ou des animaux. Donc si vous avez une herbe très haute, il faut choisir supérieur à 20 cm, c'est ce que j'avais choisi là. Dans les fonctionnalités de laboratoire qui sont en cours de développement, vous pouvez activer la reconnaissance des animaux comme les hérissons, les chats, les chiens, etc., les tuyaux d'arrosage. Et le mode sécurisé, le capteur qui se trouve dans le robot, quand il détectera un humain autour de lui, il va couper la rotation des lames. Donc moi je l'avais désactivé ici, parce que comme je prends souvent des photos du robot à proximité pendant qu'il travaille, je ne voulais pas perturber son déplacement, mais vous allez pouvoir activer ce mode-là si vous le souhaitez. Plus de paramètres, on va voir évidemment d'autres paramètres. Ici, dans paramètres de balises, on voit la couverture des balises. Ça, c'est à aller voir pour vérifier que vous avez une bonne couverture, que vos balises sont bien positionnées. Et là, vous voyez que les balises, pour moi, elles sont plutôt bien positionnées, puisque j'ai un signal très bon en bleu foncé sur la plupart de la surface, et un signal moyen en bleu clair, là où il y a moins de couverture des beacons en fait. Et vous voyez que vers la base, je suis vraiment limite, puisque j'ai mis qu'un seul beacon à côté de la base et les autres beacons sont sur la zone à tondre. Dans Journal, on va trouver l'historique des tontes effectuées avec le robot, et aussi l'historique des surveillances avec le système de vidéosurveillance que je vous expliquais juste avant. Donc là, par exemple, à 19h06, j'ai tondu 167 m² en 75 minutes, et on voit la zone qui a été tondue. Toutes les zones vert clair sont les zones où le robot a pu aller tondre correctement. Et vous voyez qu'ici, on a une zone qui n'est pas tondue parce que j'ai un petit poteau d'éclairage à cet endroit-là. Et puis également, ici, j'ai le même poteau d'éclairage, ici, à cet endroit-là. Et puis là, j'avais tondu la même zone, mais il ne m'affiche pas la durée parce que, en fait, je l'ai arrêté au moment où il rentrait à sa base. Donc ça n'a pas pu enregistrer la durée, j'imagine. Et vous avez ici au milieu 334 m², c'est la surface totale tondue depuis l'installation du robot. Et j'ai fait 2 tontes avec cette cartographie. Dans Entretien, vous allez retrouver
L'usure des pièces, alors évidemment c'est une usure approximative, hein, c'est une estimation notamment pour les lames, pour la brosse de la caméra. Il faut évidemment vérifier vous-même s'il faut la remplacer ou pas. Le statut des piles, là par contre, évidemment, il est mesuré correctement et vous recevrez une alerte quand les piles seront usées. On voit que les piles durent à peu près 1 an. Et le module de connexion ici, c'est le module 4G. Hein. Vous allez pouvoir insérer une carte SIM dans ce module pour que le robot puisse se connecter au réseau 4G si vous avez un mauvais signal Wi-Fi dans votre jardin. Dans connexion, on va retrouver ici l'activation ou pas du module de connexion. Moi, je l'avais désactivé, je vais le réactiver, mais je n'ai pas installé de carte SIM dedans. Hein. Quand vous l'achetez, vous avez 2 ans d'utilisation gratuite. Vous voyez que j'ai 966 jours, hein, pas loin de 2 ans. Et on voit la date d'expiration qui est indiquée en dessous, donc le 16 février 2027 pour moi. Et vous voyez que la carte SIM n'a pas été installée. Et quand vous aurez installé ce module de connexion, vous allez pouvoir voir votre robot en temps réel sur l'appli Google Maps. Donc si jamais on vous le vole, vous allez pouvoir le retrouver de cette façon-là. Ici, on a la connexion Bluetooth en dessous. Le LAN, on voit que je suis connecté à mon Wi-Fi. Information sur le GOAT, on retrouve les numéros de série, numéros de version. On peut régler ici le volume de la voix du robot. Et vous voyez que j'ai sélectionné la langue en français. On peut changer l'unité mètre carré ou pied. Et si je clique sur rechercher mon GOAT, simplement ça le fait parler et il dit simplement je suis ici ou quelque chose de ce genre là. Si vous voulez tondre l'intégralité du jardin, vous allez cliquer sur démarrer en mode automatique, comme c'est actuellement à l'écran ici en bas. Et puis si vous voulez tondre une seule zone, vous allez choisir votre zone de cette façon-là, ou plusieurs zones, et puis vous cliquerez sur démarrer. Et voilà, on a fait le tour de l'application qui permet de contrôler le GOAT G1 2000. Voilà, j'espère que dans ce test, vous avez appris des choses et si c'est le cas, merci de liker la vidéo, c'est vraiment important pour moi. Vous retrouverez évidemment le prix de ce robot avec ses 4 beacons, avec son garage, avec son module 4G, tout est inclus. Hein. Vous allez voir le prix dans la description, c'est vraiment pas cher par rapport aux autres concurrents où vous êtes obligé d'acheter des choses en option pour avoir tous ces accessoires. Je vais évidemment vous donner mon avis sur ce robot. Hein. On va commencer par les points à améliorer et les points un petit peu négatifs. Déjà, pour commencer, je n'ai pas pu faire fonctionner le mode manuel. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai contacté Ecovacs, on n'a pas trouvé de solution, mais ce mode manuel doit fonctionner. Hein. Donc si vous-même vous êtes équipé de ce robot, je vous invite à me laisser un commentaire et à m'indiquer si pour vous le mode manuel fonctionne. Et ce mode manuel, il peut être intéressant pour aller tondre notamment sous mes haies. Hein. Vous avez vu tout à l'heure que le robot ne peut pas s'approcher assez près des haies, assez près des murs, et ça aussi c'est un inconvénient. Et Ecovacs, évidemment, je les ai informés de ça et j'imagine qu'ils vont travailler là-dessus pour améliorer la précision et se rapprocher un petit peu plus des murs et des haies. Je pense que c'est le capteur TOF qui a du mal en fait à considérer ces objets qui sont sur les côtés et très haut, à les considérer comme n'étant pas des obstacles. Donc je pense que Ecovacs va travailler sur une mise à jour logicielle pour améliorer ça dans le futur. Et puis je sais que vous allez me le demander, ce robot n'est pas capable d'aller tondre une zone qui n'est pas reliée aux autres zones physiquement. Par exemple, si vous avez une zone de l'autre côté de votre maison où il n'y a pas de pelouse entre les deux ou de chemin, vous n'allez pas pouvoir la tondre même si vous mettez des beacons. Pourquoi? Parce que la manière de cartographier, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous êtes obligé de cartographier l'intégralité de votre surface en une seule fois en partant de la base. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez couper en zones, vous pouvez diviser vos différentes zones. Et donc évidemment, par cette manière de procéder, vous n'allez pas pouvoir avoir de zones qui soient en dehors des autres zones. Et puis le dernier point négatif, c'est les beacons, mais c'est aussi un point positif, hein. On va en parler. Ces beacons, évidemment, quand vous avez un terrain compliqué comme le mien, qui nécessiterait a priori, d'après la notice, que 4 beacons, puisque moi j'ai ma maison au centre, hein, et puis j'ai mon terrain tout autour, normalement, en mettant un beacon à chaque coin du terrain, ça devait pouvoir fonctionner, la distance était inférieure à 35 mètres, donc en théorie, je n'avais pas besoin de plus de 4 beacons, sauf que ça n'a pas fonctionné, et d'après les différents essais que j'ai fait, puisque j'ai été obligé de déplacer mes 4 beacons pour aller tondre un petit peu partout, du côté de mes pentes, du côté de ma grande zone, les zones que vous connaissez habituellement dans mes vidéos précédentes, j'ai été obligé de déplacer ces 4 beacons. Donc d'après mes calculs, dans mon terrain qui est un petit peu compliqué, où il y a pas mal d'obstacles visuels, des buissons, etc., des différences de hauteur également, c'est vraiment important, hein. Et bien dans mon terrain, j'ai calculé qu'il m'aurait fallu 7 beacons au lieu de 4 pour pouvoir tondre intégralité de la zone. Donc évidemment, ça c'est quelque chose à prendre en compte, hein, et ce sera un coût supplémentaire à rajouter en fonction de votre terrain. Donc il faut vraiment le calculer à l'avance et savoir de quoi vous aurez besoin. Mais les beacons, ce n'est pas que du négatif, hein. Les beacons, c'est du positif parce que vous n'êtes plus dépendant des signaux GPS. Vous faites ce que vous voulez dans n'importe quelle zone, que ce soit couvert, pas couvert. Vous voulez ranger votre robot dans un hangar, il est couvert par un toit, vous allez pouvoir le mettre dans votre hangar. Faire un chemin comme je vous ai montré pour accéder à votre base, hein. Si vous n'avez pas vu ça, vous revenez en arrière. Il ne faut pas regarder la conclusion avant, mais ça je vous le dis à chaque fois, mais vous continuez à faire pareil. Et donc oui, vous allez pouvoir mettre votre robot dans un garage
même s'il est couvert par un toit, s'il n'y a pas de réception GPS, il suffit juste qu'il ait une visibilité sur 2 ou 3 beacons. Donc là, vous allez pouvoir très bien avoir un endroit où vous allez le ranger, où il n'y a pas de pelouse en fait, en suivant l'astuce que je vous ai donnée tout à l'heure. Et l'avantage des beacons, je reviens encore dessus, c'est justement, voilà, ça fonctionne toujours quel que soit le temps. Il y a une très grande précision. Quel que soit le terrain, vous ne vous posez pas la question. Si vous voulez acheter un robot à technologie GPS RTK, vous allez forcément vous poser la question, est-ce que ça va fonctionner chez moi? Est-ce que je vais pouvoir mettre ma base au pied du mur? Est-ce que je vais pouvoir mettre ma base à tel endroit où j'ai pas beaucoup de réception GPS? Toutes ces questions-là, vous ne vous les posez pas. Les beacons, vous les positionnez là où vous avez besoin d'avoir un bon signal. C'est vous en fait qui positionnez vos satellites, vos beacons là où vous voulez dans votre jardin. Et donc ça vous permet d'avoir une très grande précision dans n'importe quel coin de votre jardin et dans n'importe quel type de jardin au monde. Ah, j'ai oublié par contre le petit inconvénient des beacons, c'est qu'il y a des piles. Donc il faudra penser à les remplacer quand ça indiquera pile faible. Et puis la petite astuce, c'est que pendant l'hiver, pensez à enlever les piles. Ça sert à rien de laisser les piles dedans pendant l'hiver. Et l'avantage, c'est que l'hiver, si vous voulez pas enlever le pied, vous allez pouvoir simplement les décrocher comme ça. Vous rentrez ça à la maison et vous laissez ça dehors. Et là, vous avez à la fois toute l'électronique et les piles qui sont dans cet élément. On va continuer avec les points positifs parce que c'est terminé les points négatifs. On a fait le tour. Il y a, vous l'avez vu, une excellente détection des objets avec ce robot, avec sa double caméra et son capteur TOF. Ça évite les petits objets de 10 cm, ça évite les tuyaux d'arrosage. Ça, c'est vraiment bien. C'est pas tous les robots qui peuvent éviter ça avec leur caméra. J'ai pas pu détecter les chats, les hérissons, les chiens parce que j'ai rien de tout ça à la maison. Mais même s'il n'est pas capable de détecter ce que c'est comme animal, par rapport à sa taille, on a vu les essais que j'ai fait tout à l'heure, forcément il sera détecté et le robot ne va pas rouler dessus. Et puis les 2 vitesses de tonte, ça c'est aussi très bien. Ça permet de tondre très lentement quand vous avez une pelouse qui est assez haute, et puis ça permet de tondre beaucoup plus rapidement quand vous faites simplement une tonte d'entretien. Vous l'avez vu, les lignes parallèles sont vraiment parallèles, ils suivent vraiment ces lignes parallèles. C'est là qu'on voit la précision de navigation des beacons. Il n'y a quasiment aucune ligne qui est oubliée. Je dis quasiment parce que dans cette grande surface que vous avez derrière moi, il y a eu un petit bout de ligne d'environ 5 mètres de long, 10 cm de large qui a été oublié. Je sais pas trop pourquoi. Bon, après si ça arrive juste une fois, quand il va passer le lendemain, cette zone-là, elle sera coupée forcément. Et l'avantage de la tonte parallèle, évidemment, c'est que c'est beaucoup plus rapide par rapport à une tonte aléatoire. Le robot sait où il doit passer, il passe où il doit passer, quand il a fini, il rentre. Contrairement à un robot aléatoire qui lui doit continuer pour être sûr d'être passé partout. Pour la gestion des pentes, vous avez vu qu'il est également très performant et notamment grâce à ses roues avec ses énormes picots. C'est pour l'instant le plus performant des robots 2 roues motrices que j'ai pu tester jusqu'à maintenant dans mon jardin. L'application elle est assez simple à utiliser. Vous avez vu, on aurait pu aimer avoir peut-être d'autres paramètres pour faire des tontes croisées. Oui tiens, je vais peut-être le mettre dans les négatifs, ça. Il n'est pas possible de faire une tonte croisée. Vous pouvez régler votre sens de tonte, mais une fois qu'il est réglé, on ne peut pas refaire un deuxième passage dans un autre sens différent. Vous serez obligé de le remodifier à chaque fois. Autre point positif, c'est la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, là aussi, c'est un gros avantage. Ça va vous permettre de regarder dans votre jardin si tout va bien. Vous allez être par contre obligé de bien programmer à l'avance les différents points de surveillance, de manière à envoyer le robot directement sur un point de surveillance quand vous n'êtes pas chez vous. Parce que quand vous n'êtes pas chez vous, vous ne pouvez pas le contrôler pour des raisons de sécurité. Vous ne pouvez pas déplacer le robot avec votre smartphone si vous n'êtes pas chez vous. Donc il faudra simplement programmer les points de surveillance, dire au robot, tu vas me surveiller le point 1, ou cliquez sur OK, il va directement sur le point 1, et là, vous avez l'image du point numéro 1 que vous avez défini à l'avance. Donc ça c'est bien pour aller vérifier par exemple si une issue a été fracturée suite à un déclenchement d'alarme. Et ça va même plus loin que ça, c'est que quand il est dans le jardin, le robot, s'il y a quelqu'un qui s'approche de lui, il va vous le signaler immédiatement et diffuser un message vocal sur le robot. Et puis le dernier point positif, évidemment, c'est son prix, comme je vous ai dit, avec tout ce qui est inclus, le module 4G, les 4 beacons, le garage. Le garage, c'est vraiment un garage d'excellente qualité. Si vous n'avez pas vu ça dans la vidéo de déballage, allez voir dans la description. Et le fait d'avoir un prix serré pour tout ça, même si c'est un inconvénient de devoir racheter des beacons pour étendre sa zone de couverture, vous verrez qu'au final, le robot, il ne sera pas si cher que ça. Et maintenant, si vous voulez voir les autres produits Ecovacs que j'ai testés, je vous mets ici la playlist. Cliquez dessus, on se retrouve là-bas. C'est maintenant qu'il faut cliquer.